Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch War Thunder France. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Comme toujours, je suis en ligne avec Constant. Comment ça va, Constant? Ah, ça va bien, ça va bien. De très bonne humeur depuis qu'un petit Espagnol a gagné l'Open d'Australie là, il y a quelques heures. On est très content, il est de très bonne humeur. Mais là, content de vous retrouver pour ce live. Même si ça fait pas forcément du bien de parler du Thunder actuellement. C'est pas quelque chose qui nous rend incroyablement heureux, mais bon, on est là quand même pour la communauté. Puis ça fait toujours plaisir de retrouver le chat avec les gens qui sont là. Ouais, sachant qu'on a eu une semaine assez tranquille, on en parlait avant, pas beaucoup de matchs à se mettre sous la dent pour le Thunder. Ça nous a laissé nous reposer un petit peu. Et on est de retour en live cette semaine après avoir fait, il y a 2 semaines maintenant, le bilan de la première partie de saison des rookies qu'on vous réinvite à écouter. Là, cette semaine, on va parler peut-être de choses un peu plus négatives ou problématiques, honnêtement. Il faut le dire direct. Comme vous le voyez, comme vous l'avez vu sur Twitter sûrement, le thème du jour, c'est de savoir si on doit s'inquiéter ou non pour le Thunder qui est en pleine reconstruction. Quand j'ai posté ce thème, sur Twitter, je pensais que ça allait être assez parlant pour les gens de quoi on allait parler, qu'est-ce qu'on allait aborder. Au final, pas tant que ça, parce qu'apparemment, on a eu quelques réponses qui nous parlaient un peu de la stratégie globale, par rapport à de la reconstruction, tu vois, d'où on se situe actuellement. Alors que pour toi et moi, on allait plutôt parler quand même terrain, de ce qui se passe actuellement vraiment. Oui, un peu pour le Coach. futur. Oui, un petit peu pour le Mais futur, lié au effectivement. terrain, du coup. Mais lié au terrain, effectivement, c'est surtout ça. Et on s'appuyait notamment sur, que ça soit en interne dans notre rédaction ou dans les commentaires Twitter qu'on a pendant les matchs, sur pas mal de choses, sur un sentiment qui se dégage, un petit peu négatif, un petit peu, voilà, que les matchs sont pas beaux à regarder, que ça se passe mal, etc. Donc c'est surtout ça qu'on voulait discuter. Et je vous avoue, comme je l'ai tweeté moi, que je pense que pas mal de gens ne seront pas d'accord avec moi. Déjà Kamel, hein, je crois qu'il Oui, est... déjà Kamel est il chaud. va pas être d'accord avec toi. Mais je vais essayer de défendre mon point de vue. Constant va être peut-être plutôt contre moi pour le coup. Bon, ça arrive de plus en plus souvent, mine de rien, mais Non, là, je pense que non, mais tu vas voir. Non, non, moi je suis, je surprends là. Là, je surprends là où on me l'attend pas, on m'attend pas. c'est vrai, ça arrive souvent. Constant, je vais te laisser commencer. La question va Ah, être très vaste. Mais non, parce que moi, en fait, j'ai mes arguments pour réagir. J'ai des contre-arguments, en fait. Et du ah oui, coup, d'accord. T'as pas d'argument, t'as juste des contre-arguments. Déjà, ça commence et bien. du coup, non, je vais te laisser commencer. On va partir dans la direction un peu que tu souhaites, du coup. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour le Thunder de ce qu'on voit sur le terrain, pour le futur, pour Hot? Est-ce que tu as un premier truc dont tu voudrais parler qui te pousse à t'inquiéter ou non, déjà? Ah, tu me donnes le Ah fil là, je te le conducteur donne, c'est roue libre. du live. Ah, dis donc. Non, non, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour le Thunder? Oui et non. C'est pour ça, me faire débuter, c'est peut-être pas la meilleure chose du monde parce que j'ai un avis qui est moins arrêté que le tien, je pense. Mhm. Euh, Si je dois partir des côtés vraiment négatifs, bah, c'est le Thunder est la pire équipe depuis le passage à l'année 2022. En termes de bilan, déjà, c'est la pire équipe. On a gagné qu'un seul match depuis 2022 et encore, c'était la victoire face à l'équipe Z des Nets à Brooklyn. Et c'était avec une performance offensive qui était incroyable, qui était la meilleure de la saison pour OKC. Donc, c'est pas forcément rassurant. Vous regardez les stats, OKC est toujours à la dernière place en termes d'offensive rating. Je pense que ça se voit. Non, moi, mes principaux points d'inquiétude, c'est le jeu proposé. Le point de rupture et le point pour moi, ça a été le plus flagrant de dire que tu peux être en reconstruction tout en proposant un semblant de bon basket. C'est le match face aux Spurs. Les Spurs, oui, ok, ils ont un effectif qui est très intéressant. Des gens de Temeray, je suis vraiment de plus en plus un fan de Dejounte Temeray. Je trouve qu'il fait des choses très très bonnes du côté de San Antonio. Il accumule les triples-doubles. C'est bizarre d'ailleurs, parce que du côté de San Antonio, quand Dejounte Temeray fait un triple-double, il n'y a plus personne pour critiquer les triples-doubles. J'avais envie de le dire, fort. Non, non, mais je trouve qu'il fait vraiment de Oui. très bonnes choses, Dejounte Temeray. Je trouve que Keldon Johnson se développe bien, que Jakob Poeltl, par exemple, amène cette sécurité défensive et cette présence que nous, on n'a pas à OKC. Et voilà, quand vous regardez le match face aux Spurs, bah, il y a une équipe qui sait jouer au basket et il y en a une autre qui essaye de faire avec ce qu'elle a.
Je pense que la différence, bon, bah, voilà, effectivement, d'un côté, vous avez Greg Popovich qui est à sa 25e saison, qui a, je sais plus, 7 ou 6 victoires d'être le coach qui a gagné le plus de matchs all-time en saison régulière. De l'autre côté, vous avez un coach qui est dans sa deuxième saison. Mais malgré tout, j'ai trouvé qu'on pouvait voir une équipe d'un côté qui, ok, était peut-être plus avancée, qui avait peut-être plus de talent que nous, mais qui jouait au basket, et de l'autre côté, une équipe d'OKC qui partageait la balle, qui faisait des systèmes, il y avait des systèmes au poste, voilà, etc. Et de l'autre côté, une équipe d'OKC qui était un peu plus en galère, voire même carrément plus en galère, à partir du moment où Shea n'était pas dans un grand soir. Alors, après, voilà, ça c'est mon point d'inquiétude, c'est si tu proposes pas un jeu attrayant ou un jeu un peu plus collectif maintenant, j'ai du mal à voir OKC faire ça dans les futures années. Si déjà là tu développes pas une base de jeu qui n'est pas que du tir à 3 points et du drive, avec peu de mouvements de ballon, avec peu de passes décisives, j'ai du mal à voir comment Mark Villeneuve va pouvoir développer ça alors que dans l'effectif il aura des joueurs qui ont déjà 2-3 années sous ce système-là. Le point qui fait que on peut pondérer ça, c'est que Mark Villeneuve essaye, malgré tout, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, et je trouve qu'il y a plein de choses à lui reprocher. J'ai vu un article disant que, je sais plus quoi, Mark Villeneuve pouvait être un coach élite, et lui-même le pense. Bon, ça me fait rire 2 secondes. Mais on peut pas lui reprocher qu'il a une physionomie de jeu qui est bah voilà beaucoup de tirs à 3 points, qui est très analytique, hein. C'est quand même dommage d'avoir une vision de jeu qui est en train de mourir petit à petit vu qu'on penche de moins en moins vers ça. Mais d'ailleurs on se foutait bien de la gueule des Rockets pour au final jouer en partie un peu comme eux. On tente moins de tirs à 3 points mais on est beaucoup plus analytique. Voilà, Mark Delno a une vision de jeu. Le problème, c'est qu'il n'a pas les outils pour, en fait. Il essaye de faire entrer un carré dans un cercle, donc forcément, ça va pas marcher. Donc oui, OKC prend beaucoup de tirs à 3 points, mais vu qu'il n'y a quasiment pas un seul shooter dans l'équipe, hormis Kenrich et Muscala qui ont un temps de jeu très limité, un petit peu Treman, bah ça rentre pas. Donc oui, c'est sûr que si à la draft 2022, avec le pic des Clippers et le pic des Suns, bah tu prends 2 shooters à 37-38%, c'est sûr que l'année prochaine, OKC sera une meilleure équipe. Mais, donc forcément, ça peut pondérer un petit peu l'inquiétude. Mais malgré tout, le fond de jeu du Thunder, moi, m'inquiète quand même un petit peu beaucoup, pour être très honnête. T'as dit beaucoup de choses et t'as dit en plus certains arguments à leur contraire que moi j'avais noté aussi, donc ça va être intéressant que je donne mon avis. Déjà, Kamel est très chaud dans le chat, t'es vraiment pas content. Je sais pas, Ah, Kamel, il est non, très mais très il est chaud. pas content. Déjà, je vais évacuer tout de suite un sujet, c'est par rapport au futur à long terme, j'ai envie de dire hors terrain, en termes de stratégie, reconstruction, draft, etc. Il n'y a aucune raison pour moi d'être inquiet, dans le sens où t'as un nombre d'assets énorme, t'as quand même des pièces déjà très importantes, pas énormes, mais t'en as quelques-unes. T'as super bien drafté l'année dernière. En termes voilà, de future construction par rapport aux joueurs que t'as déjà et les potentiels que tu pourras avoir, aucune raison d'être inquiet. Faut pas oublier le nombre d'assets qu'il y a. Juste ça, on va l'évacuer direct et on va se concentrer sur le terrain. T'as dit beaucoup de choses. Moi, la première qui va quand même plutôt me aller dans le sens où j'ai pas besoin forcément de m'inquiéter, c'est que je pense que les gens sont inquiets et peut-être sont déçus parce que ça a beaucoup surestimé l'équipe, en fait. Dans le sens où, dans le début de saison, tu as eu pas mal de victoires, on avait un bilan pas à l'équilibre, mais pas si loin que ça. On était même, je me souviens, on a parlé à un moment du play-in, etc. Le truc, c'est que moi, quand je regarde le roster du Thunder, en fait, on n'est pas au niveau des Spurs, en termes de joueurs, on n'est pas au niveau même des Kings, on n'est pas au niveau des Pels, on n'est pas au niveau d'Indiana qui est quand même descendu. Moi, je nous mets dans la catégorie Houston, Magic, Détroit. Alors, on est meilleur que ces équipes-là, mais pour moi, en fait, on est de ce niveau-là d'équipe. Parce que quand tu regardes le roster, comment c'est construit, à quelle étape t'en es de ta reconstruction, voilà, tu n'es pas... t'es pas une équipe comme les Spurs, que tu as bien cité, qui est un exemple correct. Pour moi, t'es pas au niveau de ces équipes-là en termes de construction. Typiquement, les Spurs, t'as dit, il y a Murray, qui est un très bon joueur, hein, qui fait énormément cette saison, qui met des bonnes choses, il est vraiment bon. Mais t'as une construction autour avec des pièces qui se développent bien. T'as Potter, par exemple, qui t'a cité. Enfin, voilà, il y a toute une construction qui est intéressante. T'as des vétérans aussi, t'as pas mal de choses. Il n'y a pas tant que ça au final. Ouais, t'as un McDermott déjà qui t'aide quand même, même s'il n'est pas exceptionnel, qui t'aide bien. Est-ce que c'est un vétéran, McDermott?
Si Il a tu même pas considères... 30 ans, hein. De quoi? Il a même pas Ouais, mais 30 c'est un peu ans, comme Doug Muscala et McDermott. Kenrich, alors tu vois ce que j'ai envie de te dire. C'est vraiment... Ouais, Si on dit que ouais. Muscala c'est un vétéran, tu vois, c'est la même chose, j'ai envie de te dire. Attends, il a quel âge, Doug McDermott? Je pense qu'il a plus de Parce que 30. Ça fait un moment qu'il est là. non, non, Oh. non. Il a 30 ans Ah, et tu un vois, mois. c'est Il comme est du 3 Muscala, c'est janvier. comme Muscala. Enfin, mais globalement, tu as une construction d'équipe qui date d'un peu plus, qui a un peu plus de vécu. Oui, qui joue mieux actuellement, ça c'est sûr. Mais pour moi, déjà de base, on s'est un petit peu trompé sur le niveau potentiel de ce roster. Donc, déjà, c'est la première chose. La deuxième, c'est comment tu veux espérer être bon et produire sur le terrain, vu le manque de talent offensif qu'il y a, que toi et moi, je pense, on en parle à chaque épisode. Non, bah, là, Euh, j'en ai marre. Là, il faut drafter du talent voilà. offensif Enfin, à la draft. honnêtement, Là, c'est bon. honnêtement, il y a un manque de talent qui est énorme offensivement. Parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas confirmé, j'y reviendrai, parce qu'il y en a qui déçoivent, parce qu'il y en a plein qui ne mettent pas un tir, alors qu'ils devraient. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que actuellement, tu as un manque de scoring et de talent qui t'empêche complètement de pouvoir mettre en place un vrai collectif offensif, d'être efficace, d'être agréable à voir jouer. Quand on est agréable à voir jouer, plus ou moins, quand on fait des runs, c'est que dès que les tirs tombent dedans, bizarrement, il n'y a pas de secret en fait, mais sauf qu'on est incapable de les mettre les trois quarts du temps. Donc je suis pas inquiet sur ce point-là déjà parce que c'est tellement tôt dans la construction, ça manque tellement de talent qui pourrait arriver d'ailleurs très vite, tu l'as bien dit, que ça pourrait très vite être corrigé, je pense. Ensuite, comment tu peux espérer être vraiment performant quand tu fais jouer, enfin quand déjà ton effectif est sûrement le plus jeune de la ligue, si je me trompe pas en moyenne, ou c'est même sûr, et que tu fais jouer concrètement 4 rookies avec un temps de jeu élevé, alors que je crois qu'on a perdu Constant, ou alors il bouge vraiment plus. Tu fais jouer 4 rookies avec un temps de jeu élevé, donc 2 du second tour, c'est pas des prospects, que tu as l'habitude de voir normalement sur un terrain aussi longtemps dès leur première année. Tu as des bonnes surprises parfois, mais c'est pas normal que tu les vois déjà aussi longtemps. Donc, alors, ça a coupé avec Constant, je vais le rappeler. Ça va être dur de. Je lis en même temps dans le chat, parce que là on parle beaucoup. Alors, attendez. Ça ira mieux quand Constant ça. Là. Alors, je lis un petit peu, perdre c'est pas grave. On va parler de la culture de la louche. Excusez-moi. Voilà, Constant, là, bien sûr, comme d'habitude. Et ça a coupé, je t'entendais plus. J'étais dans mon monologue, j'ai dit, je crois qu'on l'a perdu, ça bougeait plus. Et je comprends pas. Mais bon, ouais, bah écoute, bats-toi avec le chat là, ils ont l'air d'être Non, chauds, ça là, dans dépend le qui, chat, il y en en plus. a déjà qui sont d'accord avec moi. Kamel, ouais, virulent, mais Kamel, je crois que de toute façon, il ne sera pas d'accord avec moi. Donc je disais que là, on arrivait déjà, on faisait jouer 4 rookies de beaucoup. Dont 2 du second tour qui normalement on voit pas autant sur un terrain en première année. Donc c'est dur d'être performant, sachant qu'en plus, enfin je vais pas dire tous mes arguments maintenant, mais en NBA, là à part cette semaine où ça s'est entraîné, où ça s'est retrouvé, ça s'est reposé, t'enchaînes, tous les 2 jours tu joues. Donc, Ça vaut pour toutes les équipes. ah oui, je suis d'accord avec toi, mais quand tu as 4 rookies qui jouent beaucoup, construire un collectif, progresser, en évitant de prendre le rookie wall, en restant performant soir après soir, arriver à se reposer, arriver à gérer l'enchaînement des matchs, il y a plein de choses à prendre en compte, et ça aide pas une équipe aussi jeune, qui est aussi inexpérimentée, comme on peut le voir assez régulièrement. Déjà, ça c'est mon premier argument. Je sais pas si tu veux déjà réagir à ça, mais j'en ai d'autres, et je reviendrai peut-être après sur vraiment le jeu collectif, ce qui est proposé par Daynault plus précisément. Oh, bah t'as dit beaucoup de choses que je n'ai pas entendues d'ailleurs, Oui, mais pas tout. non, après tu parles du fait que on s'est vu trop beau en début de saison. Je suis moyennement d'accord avec ça. Pour la simple et bonne raison que tu as des joueurs qui étaient meilleurs en début de saison que ce qu'ils ne le sont actuellement. Je pense à un Lou Dort qui m'énerve. Vraiment, là, on est arrivé. Lou Dort, l'année dernière, ne m'a pas énervé, je pense, de toute la saison. Cette année, je crois qu'il n'y a pas un match où il m'énerve. Où il m'énerve pas, justement. Défensivement, il commence à faire des erreurs, il est beaucoup moins concentré. Il a trop la balle. Je crois que ça y est, là, c'est bon. Lugensdorf, l'expérimentation Lugensdorf, balle en main, elle est très sympathique. Hein. Mais il y a un moment où il faut arrêter. Enfin, et dès que ça aussi, c'est encore un facteur aggravant pour montrer à quel point il n'y a pas de talent offensif au Thunder.
parce que Lugensdorf se retrouve avec des trop grandes responsabilités en attaque. Tu ne peux pas donner autant de responsabilités à un joueur qui est Bien Lugensdorf. sûr. Mais comment tu veux être performant et bon en attaque si un tel joueur, et Daynold en a parlé et tout, comment tu... Enfin voilà, je réagis aussi à ce qu'on dit dans le chat, surtout... Enfin, il y a un moment, on peut pas tout avoir, quoi. Je ne dis pas le contraire. Donc, c'est pour ça, moi, je te dis, j'ai pas d'avis définitif, oui ou non. J'ai des arguments qui vont dans ton sens et des arguments sur lesquels je suis un peu plus réticent. Donc oui, Lugensdorf, il a trop la balle en main. Par contre, ok, Lugensdorf a trop la balle en main, mais est-ce que à un moment, tu peux tiquer quand tu vois que dans les dernières minutes d'un match qui joue dans le clutch, parce qu'OKC joue énormément de matchs dans le clutch ces derniers temps, et les perd tous, globalement. C'est ça aussi la nuance par rapport à la saison dernière, et même le début de saison, c'est qu'OKC était plutôt bon, voire très bon dans le clutch l'année dernière, et sur ce début de saison, là, tous les matchs qu'on joue dans le clutch, on n'en gagne pas. Mais il y a un moment, est-ce que tu peux pas tiquer aussi du fait que dans le clutch, JD a très peu la balle? Très très peu la balle. L'utilisation de Josh Giddey, moi je trouve que ses rotations déjà sont assez catastrophiques. Je n'aime absolument pas le fait que Josh Giddey soit là en début de quatrième quart. Alors qu'il soit là en début de quatrième quart, ok, très bien, tu le fais jouer contre des bancs adverses, il n'y a pas de problème. Par contre, qu'il rentre alors qu'il reste genre 4 minutes, 3 minutes 30 dans le match, ça me pose un vrai souci. Pour moi, il doit être là, genre les 5-6 dernières minutes, il doit être là sur le terrain, point, parce que tu as trop besoin de lui en fait. Donc voilà, après, oui, effectivement, je ne sais pas si on s'est vu trop beau. En tout cas, je pense qu'il y a des joueurs qui, là, sont dans un stretch un peu plus compliqué que ce qu'ils n'avaient en début de saison. Après le reste, oui, effectivement, tu joues 4 rookies. Enfin, tu fais jouer 4 rookies. Tu t'en fais même starter 3 certains soirs, ou quasi 3. Ouais, non, t'en fais starter 3 hein, quand il y a des 5 avec Guidi, JRE et Aaron Wiggins, ou quand il y a Man, Guidi et JRE, tu fais starter 3 rookies. Est-ce que, ne serait-ce qu'à Houston, ils font starter 3 rookies? Non. Est-ce que Orlando, ils font starter 3 rookies? Peut-être bien. Ah non, ils en font starter 2 ouais. avec Suggs et Franz Wagner. Donc ils font... Ouais, voilà. Mais et à Détroit, ils font pas starter de rookies. Donc c'est compliqué en fait, c'est compliqué, mais encore une fois, on peut être déçu et pourtant vous savez que je suis un grand défenseur de la défense et que j'adore voir des équipes défendre, ce qui est le cas du Thunder actuellement. J'aime bien aussi quand ça attaque un petit peu. Effectivement, je peux comprendre que les gens soient déçus parce que vraiment en attaque c'est horrible à regarder, c'est horrible. Mais encore une fois, essayer de faire rentrer un carré dans un cercle, quoi. Bah, ça rentre pas. Déjà, tu soulèves un autre point qui est intéressant, surtout, enfin, toi, je sais que tu préfères la défense. Défensivement, autant c'est compliqué en attaque, autant défensivement, c'est plutôt bon ce qu'on propose. C'est average. T'es 11e défense NBA. Quand je vois l'effectif que t'as, quand je vois, enfin, à un moment, t'es tellement nul en attaque que ça t'aide pas forcément en défense, tu vois, parce que tu donnes plus facilement des contre-attaques, tu donnes plus facilement des rebonds, etc. Donc ça t'aide pas forcément. Quand je vois qu'on est 11e là-dessus, tu vois, alors qu'on critique un Dort qui défend moins bien, on critique pas mal de choses. C'est parce que chez se bouge. Ouais, parce qu'il y a d'autres joueurs qui se bougent, effectivement. Mais je suis plutôt satisfait que ça, et pour le coup, la construction défensive fait déjà sens, honnêtement, alors que t'as des pièces manquantes, potentiellement un grand notamment, qui pourrait encore plus aider. Donc là-dessus, je suis plutôt satisfait. Est-ce que tu préfères pas te construire déjà défensivement plutôt qu'offensivement? Vu le manque de talent que tu as, c'est une vraie question. Ça dépend de plein de choses. Après, vu le manque de talent offensif, t'as intérêt à défendre, ouais. hein, parce que sinon t'en prends 40 tous les soirs. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est un bon point aussi, c'est ce dépassement de fonction que énormément de joueurs ont parce qu'il y a trop de manque dans cet effectif, dont Lou Dort est le symbole depuis 2 saisons. Est-ce que c'est mal? Je ne sais pas. Est-ce que c'est bien? Je ne pense pas non plus. En fait, ça a une certaine limite dans le sens où, comme tu dis, normalement, il ne sera pas voué à jouer comme ça tout le temps. C'est pas efficace, c'est pas son rôle, c'est pas son devenir. Voilà, il y a plein d'aspects négatifs à ça. Quand ça prend une ampleur telle, peut-être que celle pour Dort, pour le coup, c'est peut-être un petit peu négatif, bien que qui peut plus, peut le moins en temps normal. Hein. Je pense qu'il sera toujours capable de défendre et de prendre des tirs en spot-up quand il y aura énormément d'armes autour de lui, qui aura un peu moins la balle. Et que... Ouais, mais les pull-ups, oui, après, voilà, pull-up à 9 mètres, pull-up à 9 mètres dans le clutch, bon, on verra pas indéfiniment de ça c'est sûr et certain. Mais le fait qu'il se développe près du cercle, qu'il soit plus adroit, qu'il drive un peu mieux, je trouve ça quand même que c'est positif. Après, pour d'autres joueurs,
Le fait, par exemple, qu'un Treman ait de plus en plus de temps de jeu et plus de ballons, un Ty Jerome va avoir du temps de jeu, surtout avec Shea. Non, on le surcote, Ty Oui, Jerome, non, mais je suis d'accord avec fait. toi. Il n'a pas lu les commentaires Non, oui, des non, mais derniers ça, lives. en vrai, maintenant, on le surcote. Mais tu vois, il y a des joueurs que ils auront l'occasion de se développer, ils auront l'occasion de se montrer. Donc ça pourrait être utile quand ça reste dans leur champ de compétences. Tu vois, un Treman, si on le voit un peu plus balle en main, c'est quelque chose qui est plausible dans le futur, c'est quelque chose qu'il a déjà Moi, ça fait. me dérange pas. Voilà, Je préfère voir Treman balle en main que Ouais, Lugensort. Hein. oui, Ah, oui, largement. oui. C'est juste que voilà, dans leur futur rôle, on les met. Ils sont pas dans leur futur rôle actuellement. On est plutôt dans des situations où ils voient différentes choses, il y a du test, etc. Daynault en a parlé récemment, en plus en interview, c'était intéressant ce qu'il disait là-dessus. Mais t'es pas encore assez formé dans ton effectif comme les Spurs par exemple, où chacun est utilisé dans son rôle. T'as pas assez de monde, assez de talent pour pouvoir faire ça. Parce qu'honnêtement, Offensivement, oui. ouais, offensivement, parce que défensivement, c'est propre ce qui est proposé vraiment, hein, comparé à regarder les autres équipes. Tu prends des cartons à 3 points quand même. Ouais, mais enfin, regardez les autres équipes qui sont aussi basses que nous dans le classement, je pense qu'on n'a pas à se plaindre défensivement, quoi. Franchement, vous prenez notre défense, vous la combinez avec l'attaque de Houston, vous avez une équipe qui est dans le top 8, je pense, de la conférence Ouest. Honnêtement, Et à l'inverse, vous prenez notre attaque avec la défense de Houston. Vous avez vraiment la là, pire je équipe pense, de l'histoire. l'une des pires équipes possibles. Mais bon, ensuite, il y a quand même un point, voilà, je vais revenir là-dessus, c'est que ce dépassement de fonction pour pas mal de joueurs et ce manque de talent, il vient aussi, là, j'ai vu quelques critiques dans le chat, c'est qu'il y a certains joueurs qui ne confirment pas. Notamment les rookies l'année dernière, Poku et Malédon, qui n'ont pas confirmé. Enfin voilà, il faut. Oh la vache, c'est chaud. Ouais, mais enfin, toi et moi, Poku, on l'avait en satisfaction de l'année. Enfin, tu vois, moi je l'attendais à plus de 10 points de moyenne, voire 15. Il joue pas. Ah ouais, mais là, même Angelique, il est nul. Même Angelique, il est pas bon. Malédon, il va revenir, il va avoir sa chance. Chez n'est pas là. Est-ce que ça va confirmer ou pas? Oh, le M-word, là t'as prononcé le M-word, là le chat va s'exciter. Attention, il a mis 2 points au dernier match, le comeback, attention. mais mais après Malédon, voilà. Non, mais parce qu'il est français. Globalement, ça confirme pas. Un Beasley, tu peux être plutôt déçu, même si là, en sortie de banc, c'est mieux. Tu peux être sur déçu. courant alternatif, voilà. Donc avant de dire que les drafts sont ratés, piano quand même, mais... la 2020. La 2020, elle sent pas bon quand même, on va le dire. La 2020, elle commence à par exemple, celle de Beasley, même s'il reste comme il est maintenant, elle est pas spécialement ratée. Je pense pas. Celle de Beasley, ça n'a rien à voir. Oui, voilà. Non, mais parce que. Au moment où Beasley est drafté, il y a encore Russell Westbrook et Paul George. Voilà, c'est pour ça. Tu peux pas dire que c'est de la reconstruction à ce moment-là. La 2020, c'est l'année 0 de la reconstruction parce que Chris Paul était pas tradé à ce moment-là. Non, il y avait encore au moins Russ ou PG parce que. Non, au moment de la draft de Malédon. Ah, Malédon. La draft 2020, est-ce que Chris Paul est encore là? Non, je pense pas. Ça doit jouer à quelques jours près, mais voilà. Non, parce qu'on parlait déjà de Kelly Oubre au moment de la draft. Chris Paul avait été tradé genre 2 jours avant, donc c'était vraiment l'année 0.5 de la reconstruction. Poku, la draft de Poku, c'est pas le sujet, mais on pourra, si jamais ça marche pas, il y a de plus en plus de chances pour que ça ne marche pas et pour que ça décolle jamais. On pourra la regarder en disant c'était un pari, t'étais en année 0 de reconstruction, tu l'as pris, ça n'a pas marché, point. Mais sur la draft 2021, hormis le fait que JRE n'a pas de main, je pense que tu. Il apporte d'autres choses en soi, donc non, mais. Ouais, non. mais bon, JRE quand même, ils vendront. C'est un truc de ouf. Non, mais on a parlé il y a 2 semaines, mais c'est ouf quoi. Ah ouais, mais il en a refait depuis là, c'est affreux. Mais sinon, la draft 2021, pour l'instant, elle est ultra satisfaisante, ne serait-ce que par la draft de Josh Giddey déjà. Donc, si on devait dégager là cette première partie d'épisode, peut-être un point. C'est que c'est peut-être inquiétant sur certains points, là, notamment les joueurs qui confirment pas, qui sont peut-être trop utilisés, etc. Mais que ça manque tellement de talent que c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, comme tu le dis, pour Daynault, déjà, sa tâche est plus compliquée que s'il avait des bons joueurs. On va arriver au sujet Daynault coaching, je pense que là, ça va être virulent. Mais peut-être que déjà, ce manque de talent devrait nous dire, ok, piano, ça peut se développer, ça va être mieux dans le futur, etc. Bah ouais, mais après. Ah oui, arrêtez de me vendre Diakité, s'il vous plaît. Non, Diakité, il est horrible. Diakité, il est horrible. Oh là là, non, il y a des gens qui sont hypés. Je vois dans le chat, beaucoup pas grave dans les options GRE, Wiggins, Diakité. Non, c'est bon. Non, Kamel. Non, attention. Mais non, après, non, mais oui, enfin, la reconstruction. Disons que
le problème, l'inquiétude que tu peux avoir pour le futur, c'est que vu les problèmes actuels du Thunder, c'est pas un rookie qui va changer, qui va arriver et qui va résoudre tous tes problèmes. Hein, même si on draft Chet Holmgren, même si on draft AJ Griffin, Paolo Banchero, il y a des problèmes au Thunder qui sont importants, je pense qu'on peut le dire, des problèmes offensifs, et c'est pas un prospect générationnel qui va arriver et qui va résoudre tous les problèmes. Et je pense que voilà, on parle beaucoup de la draft 2022 déjà, parce que voilà, en plus avec le fait que Shea soit blessé un certain nombre de temps, on va encore plus en parler, comme ça va nous éviter de nous occuper de ce qui se passe sur le terrain. Mais faire attention aussi, le pic des Suns et le pic des Clippers, ce sera peut-être pas des pics dans le top 10, mais ils peuvent être très importants. Tu vois, si OKC avait drafté par exemple cette année un Corey Kispert qui monte en régime du côté de Washington, et ben, peut-être que tu aurais 2-3 problèmes au niveau du shooting qui seraient réglés. Ouais, Donc ne pas sous-estimer les pics de milieu de premier tour qui souvent font la différence entre une équipe moyenne et une bonne un équipe. profil role-player ouais, qui peut être utile, ouais, ça peut être intéressant, hein, qui ne changera pas la phase de ta franchise, comme tu l'as dit, comme un top pick, mais qui pourrait bien aider. Effectivement, Ouais. il faudra sûrement 2 prospects au moins, ou un trade ou quelque chose, mais Il faut des shooters. oui, surtout. voilà. Il faut des shooters. Et honnêtement, hein, ça fait quelques années que ça tente quand même des joueurs. Bon, il y a un peu plus de shoot qu'avant, hein, qui essayent d'être draftés. En tout cas, quand tu draftes man, JRE quand même. Ouais, c'est du shoot théorique, j'ai l'impression. Beaucoup de bases aussi. Même Malédon mettait dedans normalement. Faut voir. Bon, parlons du sujet coaching, Mark Denault maintenant, de ce qui est proposé sur le terrain. T'en as déjà un petit peu dit dans ta première intervention. Je vais réagir à ça. Bon, déjà, défensivement, on a dit que ça se construisait, etc. Et ça, je suis plutôt convaincu du futur défensivement. J'ai vu ce qui est proposé maintenant, je trouve ça intéressant. C'est en attaque que c'est quand même plus compliqué. Moi, alors, c'est la pire équipe. Moi, de ce que je vois des commentaires sur Twitter ou autre, oui, la free agency, on ne signera jamais personne, les gars, je vois dans le chat. Donc c'est pour ça qu'on parle draft. On attend trop de la draft, par contre, tu nous parles de la free agency. Non, on est OKC, il n'y aura pas de free agent. Il y aura des trades, si tu veux. Vous vous rappelez quelle est la plus grosse signature de free agency de l'histoire d'OKC? C'est Markieff Morris. Non, mais les gars, calmez-vous. Donc, Denault offensivement. Alors, non, déjà, moi la première question, c'est là où j'ai emmené, la première question que je voulais poser, même dans le chat ou aux gens, c'est genre, il y en a plein, ils se plaignent, on n'a pas d'identité de jeu, on n'a rien, il n'y a rien qui est proposé. Voilà, c'est sur ce point-là. Là, même toi, tu le dis aussi. Genre, quand vous vous levez la nuit ou que vous regardez un replay, vous savez comment le Thunder va jouer, vous savez ce qui va se passer sur le terrain. Ça sera pas bon, mais vous savez ce qui va arriver, vous savez quelles situations vont être mises en place, vous savez quels tirs vont être pris, vous savez comment ça va jouer. Donc à partir de là, il y a une identité en fait. Si t'as pas d'identité, c'est quand tu te lèves et tu te dis, bon alors qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Qui c'est qui va jouer? Qui c'est qui va prendre? Non, c'est pas ça. Alors l'identité, elle nous vous plaît ou pas, ou elle est efficace ou pas, pour l'instant elle ne l'est pas, mais ne dites pas qu'il n'y en a pas, parce que effectivement, moi je suis désolé, hein, les situations de match après match, elles sont reconnaissables, je sais comment... Ouais, brique, non, mais... perte de balle, brique, faute offensive, brique... Non mais tu vois, il y a une identité. Tu sais comment le 5 joue, tu sais comment Shea joue, il y a plein de choses que tu retrouves. Sans troller, il y a plein de choses que tu retrouves. Ensuite, moi je suis pas spécialement inquiet là-dessus, parce qu'il y a ce point talent offensif qui est tellement énorme que ça t'empêche d'être correct, tout simplement quand t'as Dort qui a plein de responsabilités, tu es incapable de mettre un tir, t'as pas forcément de grands qui peuvent aller au cercle, etc., qui peuvent finir, ouais, t'as pas ton grand du futur. Il y a plein de problèmes dans cet effectif, notamment offensif, qui sont problématiques avec tous les arguments qu'on a déjà évoqués avant. Donc là-dessus, déjà, tu peux pas attendre forcément énormément de choses. Ensuite, moi, je suis pas forcément inquiet, parce qu'en fait, j'ai l'impression de voir la finalité de ça. Tu me rajoutes, honnêtement, hein, non, mais honnêtement, tu mets Guidé et Shea dans cette façon de jouer. Tu me rajoutes cet ailier dominant dont on rêve, toi et moi, qui arrivera, on espère, prochainement. Griffin. Ouais, Griffin ou Banchero. Tu mets potentiellement Dort, qui est quand même loin d'être, quand il veut, un peintre.
un peintre en attaque quand même. Il est capable, il est largement capable. Et tu me rajoutes un grand, j'ai envie de te dire, polyvalent, qui n'est pas uniquement soit un shooter, soit un rim runner, enfin voilà, un grand à peu près correct. Honnêtement, je pense que ce qui est proposé là, ça marche. Je suis désolé de le dire, mais je pense que ça marche parce que les tirs tomberont dedans, parce que tu auras des accès au drive pour Shea, pour Guidi, pour qu'il puisse créer, pour potentiellement Dort, parce que tu auras des situations pour ton ailier qui puisse scorer. Enfin, je suis désolé, mais il y a autre chose que on nous dit ça fait que tirer à 3 points. C'est à un moment, tu as les tirs ouverts parce qu'ils te sont laissés, parce que tu te les crées comme vous. Vous prenez le côté que vous voulez, mais vous les avez, donc il faut les prendre. On crée quand même des tirs au cercle, ce qui est quand même intéressant, parce qu'on en parlait longtemps. Shea, il avait énormément de mal à se créer ses tirs à un moment, il était tout le temps doublé, etc. Avant qu'il se blesse, ça faisait... Au moment où il se remet à jouer, voilà, là, ça faisait quand même quelques matchs où les tirs au cercle, il les mettait, il en avait de plus en plus ouverts, où il avait des bonnes situations, etc. Donc les tirs créés, ils étaient plutôt bons là-dessus. Donc oui, c'est stéréotypé, oui, c'est analytique, comme tu l'as dit, ça sera peut-être pas tout le temps efficient, mais je pense que ça peut marcher dans le futur. Quand tu mets l'affinité avec des joueurs de talent, ce qui est proposé là, je ne vois pas pourquoi ça marcherait pas. Ensuite, le dernier point que je vais aborder, et ce qui est encore plus flagrant depuis ces derniers temps, en termes de ce que je vois, il se passe plus de choses qu'avant quand les joueurs ont envie et quand ils font les efforts. Non, parce qu'en fait, je pense que non, mais parce que je pense que globalement, Daynault, il demande qu'il y ait du plus de mouvement que ça, mais je pense que des fois, beaucoup de joueurs sont très attentistes. Et ça, lui, il est pas sur le terrain pour le corriger, si tu veux. Ça me paraît compliqué. Mais tu vois, il y a de plus en plus de situations off-ball, avec des cuts, etc. Je pense qu'il y en a de plus en plus comparé au début de saison. Je pense que si on regarde les premiers matchs. Les derniers matchs, j'ai vu Shea faire un peu d'off-ball, aller poser un écran, ressortir ensuite, recevoir la balle plus en mouvement. Enfin, j'ai vu même, là, dernier match, il y a plusieurs écrans qui traversent le terrain pour Dort et pour délibérer des shooters, que ce soit même Muscala, il a eu ça. Il y a un peu plus de choses qui se passent, c'est pas encore constant pour le coup, c'est pas encore tout le temps le cas. Ah non, je peux te dire que si ça... Déjà, alors moi, si j'étais coach du Thunder, déjà, tu ne tentes pas un tir avant qu'il y ait 3 joueurs qui aient touché la balle, déjà, en attaque. Après, c'est la NBA, ça c'est la NBA. Hein. Enfin, il y a plein de gens, ils s'attendent à ce qu'on fasse des grands systèmes et tout. Déjà, avec l'équipe qu'on a, non. Et quand vous regardez même les autres équipes, il n'y a pas tout le temps des grands systèmes qui font 4 fois le tour du terrain. Tu vois, même Kamel le dit, alors qu'il était péjoratif, il y avait quand même plus de choses qui se passent. Ouais, puis le dernier match, oui, il y a des choses qui se passent plus, et puis ça, tu lâches un lead de 15 points. Ouais, mais bon, après, t'as Shea qui se blesse, t'as pas mal de choses. Hein. T'es pas foutu de prendre un rebond. Ça aussi, c'est un problème. Les rebonds offensifs dans le clutch cette saison, alors qu'on c'est terrible. Ça, pour le coup, ça a coûté très cher là, contre Indiana, alors que globalement, sur la saison, on est bon au rebond. Donc ça, c'est une problématique. Ouais, mais alors dans le clutch, on se fait défoncer au rebond offensif. C'est terrible. Pour revenir au point, en fait, il y a déjà une base, il y a des choses qui peuvent être ajoutées, comme on le voit un petit peu sur les derniers matchs. Il y a encore énormément de chemin à faire, c'est encore pas satisfaisant. Hein. Là-dessus, je vous rejoins. Mais globalement, il y a des choses qui peuvent être ajoutées. Et quand je vois, encore une fois, là, même récemment, dans le clutch, certaines actions après les temps morts, etc., comment ça joue, je suis désolé, hein, moi je me dis en playoff, Daynault il prend un temps mort et on doit marquer un panier, je pense qu'il est capable. Je pense qu'il est capable de signer un truc. Ouais. Moi je suis désolé. Déjà, retourner en playoff. Oui, voilà. C'est très anticipé ce que je dis. C'est très anticipé ce que je dis. Mais les systèmes en sortie de temps mort, on n'a jamais dit qu'il était mauvais. Non, parce que quand on a fait un podcast sur lui en juillet, on l'avait déjà dit. Mais moi j'ai déjà vu plein de fois sur Twitter, Daynault il a pas de playbook, nanana, c'est qui est faux. J'ai vu plein de fois. Je te parle pas pour nous, parce que nous, on est élite, Constant, c'est pas la même chose. Non, je rigole. Qu'à moitié, j'étais en train de lire le commentaire de Joe qui a l'air d'être remonté contre nous aujourd'hui. Joe, alors pour répondre, parce que du coup, Pierre, t'as monologué un petit peu, juste pour répondre à ton commentaire. On est en reconstruction, franchement, vous saviez pas à quoi vous attendre. C'est pas parce que t'es en reconstruction que t'es pas le droit d'en attendre quelque chose. Hein, parce que sinon, dans ce cas-là, tu sors l'excuse on est en reconstruction et puis tu balances des saisons, tu fais comme les Sixers. Hein. Je pense que tu peux, un minimum, attendre des choses. Je te dis pas qu'on l'attendait en termes de bilan d'être incroyable, mais tu peux quand même attendre certains trucs. Après, on n'aime pas les grands. Bon, bah écoute, je crois que bon,
Il y a un moment où Pierre est quand même fan de Poku, donc au bout d'un moment, moi mon joueur préféré c'est Nikola Jokic, donc au bout d'un moment, Non, nous dire qu'on n'aime pas les grands. ouais, enfin, ça dépend quel grand, effectivement. Effectivement, si tu nous fous un baobab sur le cercle, à l'heure actuelle, tu mets je sais pas, un Rich Knowles ou tu Ah mets un ouais. Rim Runner, bah oui, on va pas aimer ça parce que forcément, t'as pas de shooter. Si tu nous fais un 5 où t'as Josh Giddey, où t'as Shea et t'as deux shooters à 37-38% à 3 points, déjà je Ouais. suis moins dérangé par le fait d'avoir un baobab sous le cercle. Effectivement. Mais après, pour revenir sur ce que tu dis, Pierre, offensivement, bah, je te dis encore une fois, c'est là où j'ai envie de défendre un petit peu, de défoncer Degnaud, c'est qu'il a une philosophie de jeu, je pense que tu peux pas tu peux pas le nier. Même moi qui suis pas du tout un fan de ce que propose Degnaud dans l'attaque, je peux pas le nier. Mais en même temps, bah écoute, je te dis encore une fois, pour reprendre mon analogie, il essaye de faire rentrer Oui. des carrés dans des cercles. Donc il y a un moment, effectivement, tu ne vas pas pouvoir réussir à mettre en place ce que Degnaud veut si t'as pas l'effectif. Après, est-ce que tu préfères, alors ça c'est une question de reconstruction pure pour le coup, est-ce que tu as envie d'avoir un coach avec une philosophie qui essaie de développer les joueurs là-dedans et qui essaie voilà, d'imposer sa patte, ou est-ce que tu aurais envie dès maintenant que ce soit un coach qui s'adapte à ce qu'il a? Bah, c'est la Bah, question. c'est une vraie question. Là, Moi, sur le coup, j'ai pas de moi, réponse, hein. moi, je serais peut-être plutôt d'avis à ce que, ouais, de faire ce qui est fait actuellement, avec peut-être quelques modifications effectivement, mais que tu aies une vraie politique de jeu, entre guillemets, déjà défensive et offensive, tu as une façon de jouer qui permettent plus ou moins aux joueurs de s'exprimer, mais tu peux pas dès maintenant t'adapter à Ty Jerome en sortie de banc, à machin, enfin, qui sera jamais là. Enfin, c'est pas possible avec cet effectif-là. Tu peux pas te dire, ouais, tu peux pas déjà faire ça, quoi, un système pour tel ou tel. Ça me paraît vraiment pas possible. Alors après, effectivement, il y a des situations qu'on aimerait plus voir pour des joueurs, mais c'est trop compliqué, je pense. C'est clairement pas le nerf de la guerre actuellement. Mais ça se défend, honnêtement, ça se défend. En fait, le truc, c'est quand même toujours mieux d'avoir une philosophie de jeu, hein. Après, faut pas t'entêter comme l'a fait Mike D'Antoni. Donc moi, je serais plus partant de dire c'est mieux d'avoir une philosophie de jeu de base et d'essayer de faire rentrer tes joueurs là-dedans, Mhm. dans le moule. Le problème, c'est que la philosophie me plaît pas tant que ça. Ah ouais, alors après, ça c'est Le- voilà, c'est une autre problématique, mais oui. Bah oui, c'est ça. Mhm. Mais donc franchement, je sais pas, j'ai envie de te dire. Après, les coachs qui savent s'adapter, c'est une énorme qualité, hein. On va pas se le cacher, hein. Si tu t'entêtes, bah, tu as peu de chances d'aller au bout. Tu peux gagner des matchs parce que voilà, tu auras un effectif, mais si tu sais pas t'adapter un minimum, encore plus quand on parle de coachs qui vont régulièrement en playoff, si tu sais pas t'adapter Mhm. un minimum, tu vas vite mourir. Donc, Ouais. Est-ce que ça, bon ça c'est beaucoup trop tôt pour le dire, est-ce que ça il en sera capable dans le futur, Dane Holt? Peut-être, peut-être pas, peut-être. On va nous sortir, ouais, l'autre fois il a sorti un line-up de fou, ouais, l'autre fois il a pas fait les bonnes oh là là, rotations. incroyable. Non Ah mais, non, ces rotations, par contre, faut qu'on en parle. bah, Parce que là, il y a un manque de régularité oui, je suis dans d'accord. les rotations que propose Zegnault. Pas tant sur le starting five que, et encore, non, pas tant sur Guidi, Shea et Dort, mais plus sur tout le reste. Il y a un moment où tu as Aaron Wiggins, tu as des matchs où il start, il joue 25 minutes, le match d'après, il est en did-not play, coach decision. Tu peux pas. Enfin, il y a un moment où on parle de vouloir faire se développer les joueurs, donne-leur un temps de jeu régulier, quoi. Donne-leur un temps de jeu régulier, parce que là, tu n'apportes rien. Tu n'apportes rien. Alors, c'est bien de s'adapter, de dire, oui, je vais faire des 5, ou un coup, je vais mettre Aaron Wiggins, un coup, bah, je joue face à une équipe plus grande, donc je vais mettre JRE et Favors. Favors, d'ailleurs, qui est porté disparu. Hein, je pense que, à mon avis, il va être coupé. Parce que là, quoi, il est blessé. Qui Je sais même ça? pas s'il a. Derek Favors. Ah, Favors il est blessé, mais je pense que de toute façon la deadline il est plus là. Voilà, voilà, donc bref. Mais il y a un moment, ça ne peut pas t'aider. Treman, on le fait starter. Très bien, pas de problème. Treman, on le fait starter. Avant que Chase blesse, il joue un quart d'heure. Je vois pas l'utilité de faire starter Treman si c'est pour lui donner le même temps de jeu que quand il est en sortie de banc. Bon, moi j'aimerais voir un peu. Et pour les minutes de Josh Giddey, tu vois, je t'en parlais. Hmm. C'est très bien de le faire jouer avec des joueurs de seconde unit.
Par contre, tu le fais rentrer trop tard dans le match. Et tu as des moments où tu as besoin de Josh Giddey. Là, la problématique, c'est que tu as tellement peu de certitude dans cet effectif. Déjà, tu as une rotation à 11 à tous les matchs. Et encore, encore tu vois, tu as un Wiggins qui a pas joué le dernier match. Tu es déjà 11. Hein, parce qu'il fait jouer Ty Jerome et Malédon voilà. Et Eman. Alors, je suis d'accord avec toi que c'est pas idéal dans le terme de trouver aussi son rôle dans l'équipe, de s'affirmer un petit peu, etc. Un Wiggins l'a payé le dernier match. Après, ça te permet de faire beaucoup de tests, ça permet de tester beaucoup de line-up, ça permet de faire d'autres choses. Encore une fois, c'est le débat. Là, je pense qu'il ne faut pas tomber non plus dans trop de rotation, trop de choses. Voilà, il faudrait peut-être que ça soit plus par période. Tu vois, dans le sens où ce qu'on disait en début de saison, en ce moment, c'est plus Ty Jerome et Treman qui ont joué. Ah bah tiens, Ty Jerome il n'est pas bon. Du coup, Malédon a sa chance et Jerome voit plus le terrain pendant quelques matchs. Enfin, tu vois, je préférais que ça soit fait comme ça. Avec des choix plus nets que plutôt de faire jouer 11 ou 12 joueurs. Mais encore une fois, ça, on ne sait pas comment ça se passe en interne, on ne sait pas ce qui est demandé, on sait pas. Mais je suis plutôt d'accord avec ça, que les rotations, ça pourrait être un peu mieux. Tu vois, même un Beasley était énormément utilisé au poste 5, là, depuis qu'il était sur le banc. Ce qui est beaucoup moins le cas sur les derniers matchs, ça l'a pas empêché d'être bon parfois. Parce qu'il y a Diakité. Parce qu'il y a Diakité, et Diakité est là parce que Favors... D'où tu fais jouer Diakité? Parce que Favors est out, donc Diakité est là, mais de base... Enfin, tu vois, il y a de base Favors, est-ce qu'il allait jouer? Enfin, il y a un truc... Alors peut-être que Diakité est très bon et qu'on a envie de le tester et qu'on espère peut-être quelque chose de lui. On l'aurait peut-être signé d'ailleurs, si c'était ça, vraiment. Mais tu vois, là, pour le coup, ça, j'ai pas compris. Moi, c'est un des points que je comprends pas, pour le coup, actuellement. Je comprends pas. Mais... Après, encore une fois, vu le taf qu'il a à faire et les joueurs qu'il y a, lui tirer dessus pour les rotations au point où des fois c'est fait, c'est dur. C'est dur, honnêtement. Ça manque de régularité. Mais ça manque de régularité, effectivement, et c'est pas ouf. Il y a un moment où il va falloir trancher. Je suis désolé, tu peux pas faire toute la saison avec une rotation à 11 ou 12 Après, joueurs. Là, de toute façon, ça va être réglé. Shea est blessé, donc ça va encore tout changer. Donc déjà, à partir de là... ça va tout changer au poste de meneur. Parce que Treman va probablement starter. Un mot qui nous fout Aaron Wiggins. Il serait capable de nous foutre Aaron Wiggins dans le 5. Avec Dort, Wiggins, Giddey, et Beasley et J.O. Oh non, il va mettre Treman peut-être quand même. Ouais, tu vas voir qu'il est capable. Treman d'ailleurs, pour le coup, qui est le meilleur rookie au catch and shoot. J'ai passé ça. Alors dans un effectif qui met rien, incroyable. Il était à 50% au catch and shoot. Alors que dans une équipe qui met rien, c'est assez incroyable. Donc tu vois, il y a quand même pas mal de choses. Et par exemple aussi, qu'il ajoute un peu d'incertitude, c'est un Muscala qui a dit qu'il était blessé à la cheville depuis l'année dernière. Tu peux pas le faire jouer énormément. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont un peu pénibles pour lui aussi, mais effectivement, il pourrait faire mieux. Il pourrait faire mieux sur ce point-là. Je vais pas le défendre indéfiniment, mais il pourrait faire mieux. Ah oui, après, non, mais tu peux pas. Aussi un truc, ne pas oublier, puisqu'on parle de terrain, OKC se remet à perdre des ballons par paquet de 12. Ce qui était moins le cas au moment où on était meilleur. Le moment où on a commencé à redevenir bon, c'est-à-dire à la mi-décembre, fin décembre, c'est un moment où OKC réduisait ses pertes de balles. Là, OKC recommence à perdre des ballons par paquet de 12. C'est terrible. Il y a trop de pertes de balles. Alors, on a corrigé un petit peu le problème des premiers quarts où on prenait des moins 15. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, tu peux être sûr que tu auras quasi toujours ce moment de trou offensif pendant... 4, 5, 6 minutes où la défense tient, mais il y a un moment où la défense peut pas tenir indéfiniment, et comme en l'attaque tu mets rien, tu te prends un écart. Non, mais après, oui, c'est automatique. Quand tu as une attaque de ce niveau-là, à tout moment tu peux prendre un éclat quand les tirs tombent plus dedans, quand tu trouves plus de solution, tu peux enchaîner les pertes de balles, tu peux pas... Non, effectivement, ça paraît compliqué. Et ça, c'est un problème, ça tu l'as un petit peu dit, qui sera réglé dans le futur en draftant, en recrutant, etc. Mais ça sera pas dans l'immédiat. Il y aura du temps. Ah ouais, non, mais c'est ce que je te dis. Un rookie va pas. Si on draft, allez, je sais pas, le meilleur rookie de la QV là, il y a des débats pour savoir quel est le meilleur rookie. Mais disons, tu prends le rookie qui s'avérera, que ce soit Banchero, Chet Holmgren, Jalen Duren, qui vous voulez. Vous prenez le rookie qui s'avérera être le meilleur rookie de la QV. Il réglera pas tous les problèmes du Thunder actuellement. Il réglera pas tous les problèmes. Donc il y a un moment où est-ce que, je pense que, sans trop s'avancer sur la draft, tu peux quand même avoir une équipe, à partir du moment où tu draftes bien, tu peux quand même avoir une équipe qui est beaucoup plus potable cette année, enfin l'année prochaine justement, vis-à-vis de cette année. Mais là aussi, il y a un moment où il va falloir faire des choix, il y a un moment où il va falloir faire une nouvelle adaptation dans le jeu, parce que
quand tu vas te retrouver avec un rookie drafté haut, tu vas probablement le faire starter, donc ça va faire une évolution de rôle pour Josh Giddey, une nouvelle évolution de rôle pour Luguensdorf, une nouvelle évolution de rôle pour Shea. Donc voilà, c'est difficile à un moment de savoir, enfin de pouvoir se projeter sur la suite. Malgré tout, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses qui sont négatives, et c'est dommage finalement et ça va être encore pire là avec la blessure de Shea. Parce qu'avec la blessure, ça va être très compliqué, parce que le problème c'est que Shea, quand il est pas sur le terrain, l'offensive rating du Thunder est à 97, c'est-à-dire que le Thunder marque moins d'un point par possession quand Shea n'est pas sur le parquet. Déjà que quand il est là, l'attaque qui est quand même pas folichonne. Là, je pense qu'on va être un bon gros mois sans Shea, parce que le post-All-Star Break, c'est pas dit le retour, c'est la réévaluation, donc c'est même pas sûr qu'ils reviennent à ce moment-là. Ça va être très compliqué offensivement, et je vous laisse aller checker le calendrier. Le calendrier, en plus, il est loin d'être évident, donc je pense qu'il va y avoir des vraies bonnes grosses tôles comme c'était le cas l'année dernière. Ouais, non, je suis d'accord que là, pour le coup, c'est un petit coup d'arrêt, surtout qu'il était très bon en ce moment, vraiment. C'est pénible parce que Shea quand même là, ça fait 2 saisons qu'il aura loupé quand même quelques matchs aussi, tu vois, t'as pas envie que ça qu'il devienne un petit peu. On a des problèmes de cheville là, okay. Ouais. Si on a toujours eu des. Après, une des cheville qui tourne comme ça a cheville. fait là, pour le coup, tu peux pas l'anticiper, c'est pas le même problème que l'année dernière, c'est pas voilà, c'était la voûte plantaire l'année dernière. On nous a posé la question, c'est différent. C'est complètement différent. Plantaire, c'est le talon quoi globalement. Non, c'est dessous le pied, voilà, y a un dernier point que je voulais aborder, c'est un petit peu ce qu'on nous dit aussi sur Twitter et même voilà, c'est un peu culture de la défaite qui apparemment on développe, ça plaît à Kamel. Qui saboterait le moral des joueurs, qui voilà. Alors moi j'ai mon point de vue très 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 marqué là-dessus, c'est que déjà on est en NBA et que concrètement tu joues tous les 2 jours, t'as pas énormément de temps pour ruminer une défaite ou un truc, tu vois. Typiquement, tu viens de perdre un match sur un buzzer du milieu de terrain, tu joues l'équipe 3 jours après, tu vois, j'exagère un peu le trait, mais c'était presque ça. Tu vois, tu viens de prendre 73 points contre une équipe, là on a eu 3 jours justement, c'est différent. Tu es là et tu les rejoues après. Enfin, en NBA, t'enchaînes tellement vite que je pense pas que t'aies le temps de ruminer et t'as très vite l'occasion de te rattraper. Ensuite, ce qui n'est pas le cas du Thunder là. Oui, là on se rattrape pas trop, voilà. Ah mais tu peux aussi dire l'inverse parce que ça peut très vite s'enchaîner. Les défaites et t'as pas le temps de t'en reposer. Effectivement, ça peut très vite s'enchaîner. Après, dans la culture de la défaite, vu les matchs perdus actuellement, c'est des défaites serrées, c'est des défaites frustrantes. C'est des défaites frustrantes, j'ai l'impression pour la plupart. Tu vois, je vois plus des joueurs d'ailleurs frustrés, notamment Shea, qui sur certains matchs, tu le vois que ça l'énerve ou autre, que démotivés. Démotivés, j'ai tout sauf l'impression de voir une équipe démotivée sur le terrain quand je vois qu'on fait des comebacks presque à chaque match. Ça dépend desquels aussi. Tu trouves ça dépend les... Ouais, moi franchement, les derniers matchs, là, quand tu regardes contre Indiana, j'ai pas l'impression de voir une équipe démotivée. Quand tu regardes le comeback contre les Cavs, alors ça met du temps à se réveiller et tout, c'est compliqué, surtout offensivement, mais ça a pas abandonné. Qui est jamais vraiment compliqué. Oui, je suis d'accord. Mais je vois pas une équipe démotivée. Celui contre les Bulls, le meilleur exemple. Ouais. Oui. Tu parlais de résilience, c'est celui contre les Bulls. Mais effectivement, sans dire qu'il y a une culture de la loose, parce que vous savez très bien que moi, le mot culture utilisé dans une franchise NBA me fait plus rigoler qu'autre chose. Dédicace aux fans du Heat d'ailleurs, qui malgré tout le bien que je peux dire de leur franchise, reste la communauté de fans la plus toxique. C'est incroyable. Ils ont un titre, ils pourront jamais le perdre. Bref, non, pour le coup, je trouve que au moment du road trip, là où ça a commencé à devenir vraiment compliqué, il y avait un moment où ça baissait la tête assez rapidement. Ça baissait la tête assez rapidement. Là, depuis que c'est revenu au Paycom, t'as joué 2 matchs, mais effectivement, contre les Bulls, t'as un comeback. T'es quand même à pas grand-chose de faire le plus gros comeback de l'histoire de la franchise. Bon, et puis 2 jours après, t'as les Clippers qui reviennent de 35 face aux Wizards. Voilà. Là, on parle de culture de la loose. Les Wizards, je suis désolé, les Wizards lâchent 35 points, quoi. Là, pour le coup, si OKC avait fait ça, là, je serais d'accord pour dire oui, il y a une culture de la loose. OKC a choke 18 points face aux Cavs. Les Cavs, que tu peux citer aussi en modèle de reconstruction, tu vois, je lisais dans le chat, ça nous parlait des Cavs. Les Cavs, bon, déjà, ils ont plus de vétérans que nous. Ouais. Et les Cavs, comment les Cavs sont revenus au top ? Ils ont drafté
Ils ont drafté Darius Garland. Ils ont drafté au talent d'ailleurs, je tiens à le préciser. C'est-à-dire que. Ils ont drafté au talent. T'as Sexton, tu dis ah non, en fait, Garland, j'aime bien. Hop. Ouais, et puis ils ont bien fait parce que quand tu vois le niveau de Darius Garland, voilà. Bref, ils ont bien drafté. Ils ont été intelligents pour récupérer des moves, Jarrett Allen, etc. Et ils n'ont pas tradé leur pick et ils ont drafté haut. Ce que OKC est totalement capable de faire. Hein. Drafter haut, drafter intelligemment. Et... Voilà, ils ont récupéré 1 ou 2 vétérans, Kevin Love, mais globalement, les 2 meilleurs joueurs des Cavs cette saison, c'est Evan Mobley et Darius Garland, des joueurs qui ont été draftés. Et j'ai envie de citer aussi Memphis d'ailleurs, qui est une des très grosses sensations cette année. Memphis, incroyable. Et Moran 2, Jaren Jackson Jr. 4, 3 4. Tu draftes à côté de ça typiquement des joueurs comme on a cité tout à l'heure de fin de premier tour archi utiles. Tout à fait. Bane. Après et eux ils ont pas regardé l'âge. Ils ont regardé l'utilité à un moment où il fallait. Ils ont quelques vétérans pour entourer tout ça. T'as 1 ou 2 joueurs qui sont allés chercher plus ou moins intéressants, mais voilà, typiquement c'est à lui que je pensais qui pourrait aider l'effectif, et ça tourne. Mais il y a un moment, il faut drafter, voilà. Et là, on nous parle des Kings, et typiquement, on n'est pas en train de tourner comme les Kings, pas du tout. Les Kings, et qui, eux, pour le coup, ont une culture quand même inquiétante. Là, je suis d'accord, ok. Mais on n'est pas du tout là-dedans. C'est même pas une culture, c'est une organisation, les Kings. Enfin, ça dépasse l'équipe, là. Il faut remonter carrément au niveau du proprio. Je suis désolé, il y a un moment. D'ailleurs, puisqu'on parle de proprio, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a la belle-fille de Clay Bennett qui a parlé dans un podcast, je crois que c'est Barstool Sport ou une connerie dans le genre, qui a dit que Lugensdorf était le meilleur joueur du Thunder cette saison. Elle ne doit pas regarder beaucoup de matchs. Mais par contre, elle a quand même dit autre chose intéressante. Elle a dit autre chose intéressant, c'est que elle pensait que ça allait vite revenir, enfin qu'ils essayaient de reconstruire ça comme à l'époque KD, Russ, Harden, etc. en draftant. Non, elle a dit qu'elle avait confiance dans le fait que sa précis puisse ramener des joueurs du calibre Russ, KD, Harden. Bon, quand même pas. Mais après, je sais pas. Mais bon, non, on n'est pas au niveau des Kings. Même si, voilà, sortez Tyrese Haliburton de cet enfer, s'il vous plaît. Parce que lui, il est vraiment bon. Mais vous allez voir que Tyrese Haliburton, il va faire des perfs de ouf. Et dans 2-3 ans, quand les Kings, ça fonctionnera toujours pas, parce que eux, ils ont pas accepté le fait de reconstruire complètement, vous allez voir que Tyrese Haliburton, il va en prendre pour son grade, comme De'Aaron Fox prend pour son grade actuellement. Et Memphis, c'est là où ils ont été intelligents, je le vois dans le chat. Ils ont échangé Jonas Valanciunas pour Steven Adams en se disant peut-être que sur le papier, effectivement, Jonas Valanciunas est un meilleur joueur que Steven Adams, mais avec Steven Adams, tu t'assures une certaine sécurité défensive, une certaine sécurité au rebond, et les shoots que prenait Jonas Valanciunas, tu les redistribues à d'autres joueurs. Et Adams, du coup, ça marche bien. C'est vraiment bon. Ouais, mais ils sont tous bons, Memphis. Incroyable. Donc, encore une fois, Memphis a fait probablement le recrutement et les drafts les plus intelligentes. Et je pense que s'ils avaient juste eu Ja Morant et Jaren Jackson Jr., ils seraient pas là où ils sont actuellement, Memphis. Ça marche parce qu'il y a Desmond Bane qui est un fin de premier tour, je crois que c'est même le dernier pick du premier tour qui a été drafté. Parce que Brandon Clark, même si on se moque de lui parce qu'il est vieux, marche toujours bien. Donc ouais, je trouve que ce que font les équipes qui marchent bien, les équipes de reconstruction qui marchent bien, que ce soit Memphis ou que ce soit Cleveland, ils ont eu un processus de reconstruction que le Thunder peut complètement avoir. Ils n'ont pas fait d'énormes signatures à la free agency, ils sont passés par la draft et des moves intelligents au moment des trades. Le Thunder, je pense, est capable de pourquoi on est très bien placé, j'ai envie de te dire, vu la tournure de la saison, vu où on est placé actuellement, vu la blessure de Shea, etc. On nous dit dans le chat, on va être bien placé. Si tout se passe bien ou pas, ça dépend comment on voit les choses. Pour la prochaine loterie, on devrait être bien placé. On va juste dire ça pour l'instant. Mais c'était aussi l'un des jeux positifs de la saison. Il faut s'en rendre compte aussi. Certes, les joueurs ont envie de gagner, etc. Mais quand tu vois le recrutement qui est fait, quand tu vois que tu n'es pas dans une optique de gagner énormément de matchs aussi. Donc il faut aussi se rendre compte de ça, que c'est pas une culture de la loose, c'est une reconstruction partie de zéro. Ce qui est, pour moi, et je pense pour toi aussi, primordial, je pense que tu l'as un peu dit, pour pas être stagné dans un milieu Kings bizarre. Tu vois, je cite les Kings, mais il y a Kings, Magic, Pistons. Ouais, et encore là, ça commence de le faire pour ces équipes-là, tu vois, et encore. Oui, mais parce qu'ils ont appuyé sur le bon bouton rouge. Et nous, on l'a fait. Ça stagnait. Nous, on l'a fait, et on l'a fait avec Shea. Alors, est-ce que c'est une bonne solution ou autre, mais on est en train de le faire, donc il faut pas. Je sais pas si c'est inquiétant pour les joueurs, je ne pense pas, honnêtement.
De toute façon, on peut dire ce qu'on veut. Voilà, on a tenu le discours la saison dernière, on s'est posé la question. Je pense qu'il faut regarder la réalité en face. On parlait de 1A, 1B pour Shea. Shea n'est ni l'un ni l'autre. 1A, c'est un joueur qui peut t'amener au titre. À l'heure actuelle, des joueurs qui peuvent t'amener au titre en NBA, il y en a combien? 6? Ouais, bah, il n'y en a 7? pas beaucoup. Il y a LeBron quand il est pas blessé, il y a KD, il y a Giannis, il y a Jokic, il y a Curry, il y a Harden, il y a Embiid. Voilà, ça fait 7 joueurs. Est-ce que chez... Et encore, t'en as mis dedans, je pense que pas tout le monde sera d'accord. Non, non, mais j'englobe un petit peu parce que voilà, mais honnêtement, dans ma tête, des joueurs capables de te mener au titre, il y en a 4 globalement. C'est Giannis, c'est KD, c'est LeBron et c'est Jokic. Mais voilà, j'englobe un petit peu pour les autres parce que voilà, oui, Luka Doncic, effectivement. Ouais. Effectivement, si. Ouais, si. Quand même, parce qu'en playoff, en plus, il se sublime. Mais voilà, ils sont même pas 10. Tu vois, il y a des gens qui disent Embiid, je suis pas sûr. Kawhi, bah écoute, quand il joue ni avec les Spurs, ni avec Fred VanVleet qui a eu un gosse, c'est un peu difficile de mener son équipe au titre. Non, mais Kawhi est très fort, mais là, il est blessé, on sait pas comment il va revenir. Voilà, j'attends de voir pour Kawhi. Mais dans tous les cas, ça fait moins de 10 joueurs. Est-ce que vous pensez que dans un futur relativement éloigné, Shea va être capable d'être un des 10 meilleurs joueurs du monde? Non. Ouais, bah, En tout cas, moi, je le pense c'est pas. parfait, c'est exactement ce à quoi je réfléchissais. Je pense que Shea peut être top 20, Top 15 même. peut-être top 15, mais top 10, je pense pas. Non. Et je pense Et encore, top 10. Top et 10, je pense c'est qu'il te faut chaud, hein. et je pense qu'il te faut un top 10. Bah oui, bah il te faut, moi je dirais même il te faut un top 5. Il te faut un top 5. On l'a vu sur les finales, c'est l'exemple que je ressortirai, je pense, pendant de très nombreuses années. On l'a vu sur les finales de cette année. Je pense que collectivement, les Suns étaient une meilleure équipe, mais ils n'avaient pas le meilleur Non, joueur de la série. Et moi, d'ailleurs, c'est mon avis perso, c'est pour ça que j'ai du mal avec les Suns de les voir champions. Mais c'est mon avis, et c'est voilà. Après, Mais ils sont très bons, cette après année, c'est mais, super fort ce que c'est proposé, mais j'ai un peu de mal. Et oui, effectivement, est-ce que Shea est pas plutôt une super option 2? Oui, et qu'il te faut une superstar à côté, un mec, voilà, un mec que comme t'en as pas 10 en NBA, effectivement, peut-être. Est-ce que Shea peut le devenir? Ça devient, je sais pas, peut-être, je pense pas, mais on va pas non plus arrêter sa progression là, mais il faut un joueur de ce calibre-là, effectivement, et ça, je suis d'accord avec toi. Et ça, OKC ne l'aura que via la draft. C'est pour ça, Valentin, tu dis le top 5, peut-être qu'on l'aura jamais. Mais si on passe pas par la draft, Ouais. on l'aura pas en fait. Il y a un moment où il faut être honnête 2 secondes. Ouais. Le meilleur moyen de. Je suis désolé, on en revient encore au même principe. Le meilleur moyen pour un petit marché de récupérer les meilleurs joueurs, c'est de passer par la draft. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Memphis? Tu crois qu'ils auraient eu un joueur du calibre de Ja Morant s'ils n'étaient pas passés par la draft? Non. Non, mais ça, c'est sûr et certain, c'est sûr et certain. On a peut-être un peu de temps pour prendre quelques questions, Constant, sur ce sujet-là ou sur voilà. On a fait un peu le tour de tous nos arguments. C'était intéressant. Il y a eu du gros débat et dans le chat. Les gens sont pas d'accord. Globalement, il y a Ouais, un clan. il y a des clans. Il y a un clan de Joe qui est. De toute façon, on qui tank est, et on perd et on n'a pas à s'inquiéter. Ouais, Joe qui est vraiment en mode calmons-nous. Et t'as un clan Cavel qui est un peu plus Un peu énervé. plus, voilà, on est plus dans. C'est la merde. Tout se passe mal. Alors, Valentin, puisque t'as l'air d'être particulièrement virulent dans le chat, propose-nous ton plan de reconstruction pour le Thunder. Puisque là, tu nous critiques à chaque fois qu'on te dit quelque chose. Mais j'attends tes arguments pour savoir ce qu'on doit faire. Puisque vu que ça a l'air d'être pas bien de passer ni par la draft. À un moment, je veux bien savoir ce que tu fais, mais si c'est pour me dire on va signer des gars à la Free Agency ou alors on va utiliser nos 27 picks pour trader pour une superstar, bon, on a un peu de doute. Mais je veux bien savoir ton plan de reconstruction, et c'est même pas pour me moquer ou pour être arrogant, ça m'intéresse de savoir du coup ce que tu proposes. Oui, puis Voilà. enfin, j'ai vu passer des trucs aussi qu'il fallait aller chercher Hild ou je sais pas quoi, non, enfin. Après, Buddy Hield, il ferait du bien. Oui, quand non, même, mais en termes de alors le shooting. profil du joueur est incroyable pour chez nous, ça Le serait profil incroyable. est fou, Ouais, hein. mais pas dans la construction, t'as pas besoin d'un Buddy Hield maintenant et c'est pas utile, quoi. Gardons certains assets ou certains trucs pour. Sur cette saison, à l'heure actuelle, oui, c'est mort. Oui, et effectivement. gardons certaines pièces et où on en a à l'infini, mais quand on en aura vraiment besoin,
Enfin, à l'époque, quand on était bon, on aurait pu aller chercher un Buddy Hield, j'aurais envoyé des trucs pour l'avoir, tu vois, avec KD. Ouais, bah alors, il y a un truc, je suis désolé. Il y a un moment où un des plus grands ratés de la carrière de Sam Presti, c'est pourquoi tu as échangé Doug McDermott et Enes Kanter contre Carmelo Anthony. Il y a un moment, Doug McDermott, il aurait été parfait chez Ouais. nous. Ça, je l'ai encore en travers de la gorge. Après, moi, j'aimais Doug trop McDermott aurait été dans parfait. l'idée, j'aimais trop le profil. Genre, c'est. Ouais. Mais bon. Après, il avait un peu joué, McDermott, non? Non, il n'a pas joué du tout. Ah, non. Il est dans le trade de PG et McDermott, il part aussi sec en septembre dans le trade Il a de pas PG. fait une partie de saison? J'ai l'impression Non, de. tu confonds avec Taj Gibson. Non, ouais, bah justement, il est pas arrivé au même moment. Non. Pourquoi j'ai cette Attends. impression que Attendez. Mais non, McDermott. McDermott, Ah il a si, il joué, était là. dans le trade de PG. Ah si, attends, McDermott, il est dans le... C'est McDermott et Taj Ah, Gibson qui merci arrivent. dans le chat. Oui, il a joué à un moment. Tout à fait, c'est Et- Taj Gibson et Doug Et il a été McDermott. tradé contre Geoffrey Lauvergne. C'est bien ça. Non, il est dans le trade de Carmelo Anthony. Oui, mais avant, on l'a récupéré en faisant un trade aux Bulls avec l'Auvergne et machin, c'est ça? Et Cameron Payne. Ouais. Show transaction. Et, Alors attends. Ah, ouais, et les gars, notez, je suis en train. Geoffrey Lauvergne, Anthony Moreau et Cameron Et je vous le Payne. dis, Thunder Quiz l'année prochaine, je suis chaud, braise. Je suis chaud. Ouais, alors, ouais, puis en plus, c'est moi qui vais le présenter l'année Et prochaine. les, donc les comme autres ça, sont moi, pas je prêts. suis Les sûr. autres sont pas prêts. Ouais, non, mais putain, et non, mais terrible. Et attends, Doug McDermott, quand il était au KC, le mec était à 36% à 3 points. Ce qui est déjà, Mais c'est déjà mieux que la plupart dans des mes effectifs. souvenirs, j'étais un peu déçu de son passage en mode. Tu vois, là, j'ai l'impression qu'il a plein de situations d'écran, machin et tout, et qu'il faisait C'est moins plus ça. la même ligue. Ouais, c'est ça, c'est peut-être ça aussi, ouais. C'est plus la même ligue entre 2017 et 2022, c'est quand même plus la même ligue. Mais après, non, mais bon. Est-ce qu'on peut être compétitif l'année prochaine? On nous demande. Ça dépend de ce que tu entends par compétitif. Est-ce qu'on peut être border play-in? Non, je pense pas. Bah, le problème, c'est que l'Ouest va progresser aussi. Toutes les équipes nulles vont progresser. Il y a peut-être une ou deux qui vont exploser, mais Et encore. si tu, Il y a- si il y tu a drafts. Qui va exploser? Le Portland. À l'Ouest. Portland Ouais, mais Portland, là, ils sont même pas. Si, je crois, ils sont 10e. Ouais. Non, mais tu vois, si tu draftes un top 3, tu draftes deux bons rookies, est-ce que tu peux tu être seras pas bon. est-ce que tu peux être 11-12? À 11-12, il faut voir ce que vont drafter les Oui, autres on nous équipes, dit parce que Houston. on va pas faire une Cavs, hein, je pense pas, mais Les Cavs, enfin, il y a un moment où les Cavs, on se fout de la gueule des Cavs. Faut quand même pas oublier que les Cavs, bon, ok, ils sont blessés, mais les Cavs, ils ont Ricky Rubio, ils ont Kevin Love, il y a Rajon Rondo qui est arrivé. mais je les mettais pas là, moi, honnêtement, je les mettais pas Ah là. non, mais personne les mettait là. Incroyable. Personne les mettait là. Mais merci Evan Mobley, hein. Il y a un moment, on peut dire tout, et Darius Garland aussi, la progression de Darius Le Garland. Star, je pense, Mais- Garland d'ailleurs, mais. Bah j'espère, mais bon après, de toute façon moi tu sais bien que le All-Star Game, voilà, je Ouais, mais commence à... sans je commence à bien parler, en parler, sans je m'en parler fous des un matchs, peu. la sélection a quand même la valeur, bon, sauf quand ça vote n'importe comment, mais. Ça a en fait, le problème que j'ai avec le All-Star Game et que les gens ne comprennent pas, c'est que moi perso, je m'en fous du All-Star Game. Que tu sois All-Star ou pas, vraiment, j'en ai rien à faire. Par contre, je comprends le fait que, aux yeux des joueurs et aux yeux des fans aussi, ça puisse avoir une valeur. C'est juste moi, Tu sais, sur m'en un fiche 9 un mois, peu. ça a une valeur contractuelle pour certains. Ah oui? Bon, donc en plus. Ah oui. Donc en plus. Il y a des clauses disant si t'es All-Star, t'as une c'est ce augmentation. à quoi de je salaire. pensais, tu vois, un peu, je pensais au NBA Team, je savais qu'il y avait, et pour le Mais il y a All-Star, All-Star aussi. je me le pensais aussi. Donc, je pense qu'une Il y a All-Star sélection, c'est pas anodin. Quand t'es All-Star, c'est quand même quelque chose. Bien qu'on n'aime pas le match ou pas, c'est voilà. Ah non, le match, le match, c'est même pas un match, mais puis c'est tellement plus un match, ils en ont plus rien à foutre, ils proposent des chasubles carrément Ah comme bon, les maillots, Stan. autant les maillots d'habitude j'aime bien, autant là. Ah là, ils sont horribles. Non, mais alors, on verra, je dis, c'est quoi leur truc du Il y a vendredi là? demi-finale, J'ai rien en fait ils compris. font demi-finale finale pour le truc des rookies sophomores, ils sont une équipe de 7 ou 8, il y a 4 joueurs de la Init, et voilà. Il y a 4 joueurs de G-League De la... sur les 8, Non, au total dans les 4 équipes. donc il y en a un Il y par en a un équipe. par équipe, exactement. Oh là là. Bon bref, on va encore dormir, mais non,
c'est bien d'avoir le petit logo, mais pour revenir sur... Je pense qu'on peut taper les 30 wins l'année prochaine. Tu vois, bon, cette année, hormis Oui. incroyable retournement de situation, équipe qui se soude de bâtards avec la Ouais. blessure de Shea, je pense qu'on n'y sera pas. Je pense qu'on n'y sera pas. Mais l'année prochaine, si tu draftes, allez, il y a quoi? Il y a 5 prospects très intéressants à l'heure actuelle. Il y a Banchero, il y a Chet Holmgren, il y a Smith. Duren, il y a Smith, Ouais, et il y a du range Griffin. en dessous, mais oui, certains l'auront là. Certains vont l'avoir là. Bon, allez, il y a entre 4 et 5 prospects très intéressants qui peuvent quasi tous postuler au spot de premier de la draft à l'heure actuelle. Après, on verra. Mais si tu arrives à drafter dans le top 5, ce qui n'est pas sûr, hein, attention, c'est loin d'être sûr. Si tu arrives à drafter dans le top 5 un joueur intéressant, ce qui normalement devrait être le cas, et que tu sais à peu près utiliser correctement tes pics, ton pic des Clippers et celui des Suns, bon, tu peux taper, sans blessure, hein, bien évidemment, tu as peut-être moyen de taper les 30 wins. Être play-inable, je sais pas Si, si, si ça se dit, j'ai déjà vu ça. être play-inable, c'est un autre débat, d'autant plus que tu as des équipes comme les Pels, par exemple, cette saison, qui sont en demi-teinte. Bon, bah, Zion, il va pas faire que bouffer des kebabs du côté de la Louisiane, il va peut-être se remettre à jouer au basket au bout Des d'un wings, moment. je pense, plutôt que des kebabs en Louisiane, je pense. Ouais, des wings, ouais. Et du chili. Ah oui, il y a Shadon Sharp aussi, effectivement, on l'a oublié. Mais... Shadon Sharp, oui, c'est vrai, le petit On l'a nouveau. oublié, Là, ça c'est une bonne remarque. Ça, c'est une bonne Pas le nouvelle. profil qui irait le mieux chez nous, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça rajoute du talent supplémentaire dans la draft. Du talent qui n'était pas prévu en plus. Ouais. Donc ouais, t'as moyen, je pense que tu as moyen de taper les 30, 35. Déjà, si on fait 35 wins l'année c'est prochaine, solide. déjà, je pense qu'on pourra dire saison réussie. On nous demande, les dernières questions, Guidé a-t-il le potentiel pour devenir meilleur que Shea dans le futur? Oh, C'est dur. c'est dur. Parce que je pense que Constant C'est et moi, dur. on est d'accord sur Meilleur ou plus valuable? Ouais, c'est ça. Et déjà, je pense qu'on est d'accord, toi et moi, sur un point. C'est quand même son shoot et son scoring sera un petit peu limitant tout le temps. Ah, s'il développe pas un shoot, ouais, ça va être compliqué. Mais est-ce qu'il est, ça se débat, hein. Non, je pense que Shea sera meilleur quand même. Je pense aussi quand même. Ouais, si Josh Giddey développe un shoot correct, déjà s'il fait une meilleure sélection de tirs, hein, parce que ces derniers temps, Josh Giddey il est pas en train de bouffer un Rocky Wall, mais enfin si, il se bouffe un Rocky Wall, mais dans la tête en fait, parce qu'il fait beaucoup d'erreurs, je trouve. Il y a des prises de décision qui sont un peu bizarres. Mais par contre, en stats et autres, c'est pareil quoi. Enfin, il est sur des. C'est moins de il passes. est sur ses... Ouais, mais bon, ça on va revenir au même point que d'habitude. Quand Non, JRE t'engage 3 par match, si tu veux déjà. Ah bah oui, non mais attends, j'ai vu la stat, c'est le match contre Chicago, je crois. Il crée 12 tirs ouverts pour les copains. Il y a 3 passes décisives. Ça veut dire que les mecs sont à 3 sur 12 sur les tirs ouverts. Donc il y a un moment où c'est un petit peu compliqué. Non mais là avec la blessure de Shea, vous allez voir que Giddey il va faire des triples. Ça va être intéressant à suivre, et là il va avoir un gros rôle, il le sait, et donc ça va être super bien à voir. Ça va être bien à voir pour lui. Ouais, en off, on parlait du fait que l'année dernière, au moment de la blessure de Shea, on avait déjà tenu le même discours en disant oui, on va plus voir les gens, gna 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 gna. Moi, je suis pas fan de ça. Par contre, je pense que ça va être s'il y a bien un joueur pour lequel la blessure de Shea est intéressante, je dis pas qu'elle est utile, mais elle va être intéressante pour juger de son niveau, c'est bien Josh Giddey, parce qu'il va se retrouver avec full création. Hormis si Daigneault décide de donner la balle à Dort. Dort l'aura un peu en deuxième option. Mais... Dort l'aura un petit peu, mais il faut que Giddey soit le premier créateur. Je pense que si Josh Giddey va avoir full la balle pendant 30 minutes. Là, je pense que tu pourras déjà un petit peu, je dis pas tirer des conclusions, mais évaluer le potentiel de Josh Giddey en tant que vrai leader d'une attaque. Lui est très man, j'ai envie de voir, effectivement. Ouais, tout à fait. Le petit bas de course, là, on perdra de 25 points, mais on verra des choses intéressantes. On va arrêter là. C'était un podcast très intéressant, un live très intéressant. Merci à tous d'être venus et merci pour la participation. On était encore plus de 20, souvent régulièrement là, donc merci à tous. Suivez-nous partout, YouTube, Twitch bien entendu pour louper aucun live, en replay audio sur toutes les plateformes. Laissez-nous des commentaires, laissez-nous 5 étoiles sur les applis qui le permettent. On va le dire comme ça maintenant parce qu'à Spotify tu m'avais dit, donc on va dire que ça comme ça. Mais alors après Spotify, n'allez pas sur Spotify les gens. Vous avez vu les récentes infos de Spotify qui est dans une sauce assez monstrueuse avec ce qui se passe vis-à-vis du Covid et des podcasts.
Il fait pas bon d'être un podcast sur Spotify à l'heure actuelle. Ah bah ça, c'est l'éternel Mais voilà. problème. Ouais, mais un dernier truc quand même, Ouais. juste avant de conclure. Pitié, Sam Presti, n'échange pas Kenrich Williams à la deadline. Ouais, c'est le seul truc que je veux dire. Parce que là, Alors, si tu le pour fais, parler de je pense que tu vas te faire défoncer. pour parler de cette fausse rumeur, machin là, ce qui est intéressant, c'est que je pense que personne lâchera vraiment un first pour Kenrich. Donc si le prix est Les équipes contenders ont plus. et ouais, ont plus donc de si quoi le lâcher. prix fixé est celui-là, je pense qu'il sera pas tradé. Et je pense qu'il y en a certains qui ont même dit que c'était un Presti faisait exprès de fixer un prix haut. Bon, si on nous le donne, ok, mais sinon il sera pas tradé. Voilà, en gros. Non, mais bon, voilà. En tout cas, moi vraiment, Kenrich. En plus, il l'a dit en interview qu'il voulait terminer sa carrière au OKC. Je Quel pense que homme. là, tu vois, non, mais tu vois, si Kenrich était échangé, bon, déjà, toutes les rumeurs sur OKC sont fausses, bien évidemment, Kamel, ça on est sûr. Mais si jamais Kenrich venait à être échangé, je pense que, bon, déjà, ce serait pas cool pour le joueur, mais tu aurais peut-être un petit point de rupture entre une certaine fanbase du Thunder et les moves faits par Sam Presti. Ouais, là ça ferait ça ferait mal, ça ferait mal. Ouais. Pas tout de suite en tout cas. L'intersaison ou autre, ce serait pas pareil, mais pas tout de suite. Je suis effectivement. Essayer de faire plus de vues, oui, on aimerait bien, mais ça dépend, ça dépend aussi de vous. Parler du podcast autour de vous, voilà, etc. Bah, ça dépend aussi des Voilà, joueurs, s'ils gagnaient effectivement, plus on de aurait matchs. plus de déjà. monde, on aurait plus de monde. On va arrêter là-dessus. Bonne soirée NBA à tous. Allez, les Lakers qui jouent, allons voir Russ jouer. On se retrouve très vite, à bientôt, salut. Salut.